Imaginons une seconde la scène. On entre dans une salle de réunion ou peut-être un dîner de famille un peu tendu. Ah, le fameux repas de famille qui dérape, on a tous connu ça. C'est ça, exactement. Et là, la personne face à nous vient d'avancer un argument qui est objectivement, factuellement et même scientifiquement faux. On a les chiffres, on a la loi de notre côté, enfin bref, on détient la vérité pure et dure. Et l'instant premier, évidemment, c'est de sortir l'artillerie lourde, de prouver qu'on a raison. Ouais, de l'écraser avec nos arguments. Mais que se passerait-il si je disais que le fait d'étaler cette vérité implacable, c'est en réalité le moyen le plus rapide, le plus absolu de tout perdre? C'est contre-intuitif, hein? Totalement. Et c'est la mission de notre plongée d'aujourd'hui. Comprendre pourquoi l'ensemble de nos sources affirment, de manière quasi unanime, que le seul véritable moyen de triompher d'une dispute, c'est de l'éviter de manière totale. Je suis ravie d'aborder ça avec un corpus de documents aussi riche. Et vertigineux par sa diversité, je veux dire. Parce qu'on ne regarde pas le sujet sous un seul angle aujourd'hui. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. On a devant nous les grands classiques des relations humaines avec Dale Carnegie. On plonge aussi dans la psychologie comportementale pure avec les recherches du prix Nobel Daniel Kahneman. Sans oublier le détour par la philosophie d'investissement ultra pragmatique de Naval Ravikant. Oui, pour finalement atterrir dans les concepts presque ésotériques et alchimiques de ce qu'on appelle la langue des oiseaux. C'est un assemblage fascinant, non? Absolument. Mais avant de disséquer tout ça, il faut d'abord poser le cadre de cette réflexion. Parce que cette question n'a jamais été aussi vitale qu'aujourd'hui. C'est clair. Nous vivons dans une époque complètement saturée par la surcharge d'informations. La moindre interaction, que ce soit en ligne ou à la machine à café, ça peut dégénérer en conflit. Et si l'on regarde les données récentes de l'Organisation mondiale de la santé, le constat est sombre. Ouais, les fameux rapports post-Covid. Exactement. La période post-Covid a laissé dans son sillage une augmentation massive de l'anxiété et de la dépression à l'échelle mondiale. L'isolement prolongé a, disons, littéralement écorché notre tolérance sociale. On a les nerfs à vif, quoi. C'est tout à fait ça. Dans une telle atmosphère, comprendre pourquoi l'argumentation est une impasse, c'est pas juste un concept philosophique abstrait ou une petite technique de vente. C'est une compétence de préservation fondamentale. Il s'agit avant tout de protéger son énergie mentale. On parle d'une véritable écologie personnelle, en fait. Alors, plongeons directement dans la mécanique de notre cerveau pour comprendre ce premier grand mystère. Pourquoi cette obsession de toujours vouloir prouver à l'autre qu'il a tort? Eh bien, tout commence par un conflit interne très profond. Une sorte de bug dans notre programmation évolutive, si on veut. Un bug? C'est-à-dire? C'est exactement ce qui ressort de la lecture de Atomic Habits de James Clear, non? Tout à fait. Clear met le doigt sur une ironie assez cruelle de la condition humaine. Ouais, j'ai trouvé ça fou. D'un côté, on a ce besoin viscéral, vraiment dicté par notre biologie, d'appartenir à un groupe. C'est tellement puissant que de nombreuses études montrent que l'esprit humain préférera consciemment adopter une opinion fausse si c'est celle de la majorité. Plutôt que d'avoir raison tout seul. Exactement. Plutôt que de détenir la vérité tout seul dans son coin. Le besoin de conformité sociale, à la base, c'est censé nous garder unis. L'explication, elle est purement évolutive. Dans la savane, pour nos lointains ancêtres, être ostracisé du clan, ça signifiait pas juste passer un mauvais moment ou être bloqué sur les réseaux. Non, c'était la mort assurée. Voilà, la mort par famine ou par les prédateurs. Et d'ailleurs, le rejet social active neurologiquement les mêmes zones du cerveau que la douleur physique. La coopération, c'est notre système d'exploitation par défaut. Bon, décortiquons un peu tout ça. Si notre cerveau est littéralement câblé pour fuir la douleur de la séparation et pour rechercher l'harmonie tribale, pourquoi nos vies professionnelles et personnelles ressemblent-elles si souvent à des champs de bataille verbaux? C'est le grand paradoxe. C'est illogique. C'est un peu comme lancer un jeu vidéo en mode coopératif pour survivre, mais décider soudainement que le seul moyen de s'amuser, c'est de tirer dans le dos de ses propres coéquipiers. Quel est le rouage qui coince ici? Le rouage qui coince, c'est l'ego. Et la philosophie de Naval Ravikant offre une grille d'analyse vraiment chirurgicale là-dessus. Selon lui, quand les humains s'écharpent dans une discussion, le sujet du débat n'est presque jamais la véritable cause du conflit. Ah ouais, c'est juste un prétexte en fait. Ce qui se joue en arrière-plan, c'est ce qu'il appelle un jeu de statut social. Contrairement à la connaissance ou à la création de valeur, qui sont des jeux à somme positive où tout le monde peut s'enrichir mutuellement, le statut, lui, c'est un jeu à somme nulle. Ce qui veut dire qu'il n'y a qu'une seule place sur la plus haute marche du podium. Précisément.
Dans une hiérarchie, qu'elle soit tribale ou d'entreprise, pour s'élever, l'individu ressent ce besoin instinctif de rabaisser l'autre. La dispute n'est donc pas une noble quête de vérité, c'est une lutte de pouvoir déguisée en débat intellectuel. Waouh! L'image d'une noble défenseur de la raison, là, elle en prend un coup. En contredisant un collègue, on cherche juste à lui marcher dessus pour paraître plus grand. C'est un peu brutal, mais c'est ça. Mais là où la science rend la chose encore plus complexe, c'est sur la façon dont celui qui se fait contredire vit la situation. C'est pas juste un petit désaccord pour lui. Non, et ce qui est fascinant ici, c'est l'explication apportée par la psychologie comportementale, notamment les travaux fondateurs de Daniel Kahneman. Dans son livre Thinking Fast and Slow, il décortique le concept d'aversion à la perte. Ah, ce fameux concept. Oui, le cerveau humain n'évalue pas les gains et les pertes de manière symétrique. Perdre 100 € par exemple, ça génère une douleur psychologique beaucoup plus intense que la joie de gagner ces mêmes 100 €. D'accord, mais comment cette notion, qui a l'air purement économique à la base, s'applique-t-elle à une dispute de bureau ou de couple? Eh bien, dans une dispute, les idées deviennent des territoires. Quand on cède du terrain dans un argument, quand on admet qu'on a tort, le cerveau ne traite pas ça comme une simple petite mise à jour d'informations. Il le vit comme une agression. Exactement. Il le traite neurologiquement comme une perte, une véritable amputation de l'ego. L'humain se battra de manière totalement irrationnelle et féroce pour éviter cette perte d'identité, même face à des preuves accablantes. Cette mécanique, elle explique tellement de choses. Gagner une dispute sur le plan strictement logique, donc trouver par A plus B à l'autre qu'il se trompe, ça équivaut littéralement à lui infliger une défaite psychologique insupportable. Ce n'est plus un échange d'idées, c'est une attaque en règle. Et la réaction immédiate à une agression, c'est le repli défensif. L'interlocuteur se fige, les bras se croisent et la communication s'arrête net. Ce constat, ça nous amène d'une manière assez radicale au cœur de la doctrine de Dale Carnegie. C'est un principe qui renverse complètement notre éducation basée sur le débat et la joute verbale. Carnegie va sans détour. Oui, il pose une règle d'or hyper claire. On ne peut pas gagner une dispute. C'est psychologiquement impossible. Si on échoue à convaincre l'autre, on a perdu la dispute. Mais si on réussit, si on détruit méthodiquement ses arguments et qu'on le laisse sans voix, On a quand même perdu. on a quand même perdu. Car on vient d'anéantir sa fierté, tout simplement. Le prix de cette victoire intellectuelle, c'est la création d'un ressentiment qui détruit la relation à long terme. La personne ne nous le pardonnera pas. C'est formulé avec un pragmatisme presque brutal dans cette citation d'Abraham Lincoln qui traverse nos sources. Lincoln disait « Mieux vaut céder le passage à un chien que d'être mordu en lui disputant le droit de passage. Même tuer le chien ne guérira pas la morsure. » La force de cette analogie est totale quand on y réfléchit. Tuer le chien, ça représente le fait d'écraser l'autre sous le poids de la logique. Vous avez eu gain de cause, le passage est libre, c'est super. Sauf qu'on a la jambe en sang. Voilà, vous avez une morsure infectée, le ressentiment de l'autre, c'est la morsure. Et pour éviter cette morsure, nos sources documentent des approches concrètes, parfois spectaculaires. Oui, il y a cette histoire incroyable dans les notes sur Carnegie. C'est l'histoire d'un locataire qui paie toujours à l'heure et qui reçoit un jour une notification de son propriétaire lui annonçant une augmentation de loyer, mais délirante, 300% d'augmentation. 300%, c'est ahurissant. L'aversion à la perte dont on parlait tout à l'heure, là, elle devrait normalement déclencher une explosion de colère nucléaire. Bah oui, la réaction instinctive serait de bondir, de brandir les prix du marché, de crier à l'injustice et d'attaquer la cupidité du propriétaire. C'est exactement le genre d'attaque frontale qui pousse l'autre à se justifier et à se braquer. Sauf que le locataire fait tout l'inverse. Il prend une feuille de papier et il écrit les avantages et les inconvénients de la situation. Mais, et c'est là le coup de génie, il ne liste pas les avantages pour lui-même, il les liste pour le propriétaire. Un changement de perspective complet. Totalement. Quand ils se rencontrent, le locataire ne parle pas un seul instant de son propre portefeuille. Il parle de la vacance locative, du risque de tomber sur un mauvais payeur, de la perte sèche pendant des mois si l'appartement reste vide. Et à la fin de cette discussion apaisée, l'augmentation passe de 300% à 50%. C'est impressionnant. Et si l'on relie ça à une vision plus globale, on observe ici la pleine puissance du décentrement. Carnegie martèle que la nature humaine est aveuglement égocentrique. Un homme pensera infiniment plus à sa propre rage de dents passagère, même une toute petite douleur, qu'à une famine qui décime un continent entier. C'est cynique, mais tellement vrai. Le locataire a désarmé le propriétaire en épousant complètement ses intérêts. Il n'y a plus eu d'affrontement.
Il n'y avait plus deux camps opposés, mais une résolution de problèmes conjointe. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette technique, lister les intérêts de l'autre pour négocier un loyer, c'est brillant, rien à dire. Mais allez, je me fais l'avocat du diable 2 secondes. Face à quelqu'un qui a tort sur des faits tangibles, qui affirme une erreur flagrante et démontrable, est-ce qu'on doit vraiment s'écraser? Ne pas brandir la vérité, n'est-ce pas un manque de courage, au fond? N'a-t-on pas le devoir de rectifier l'erreur par la logique? C'est le piège ultime. Vraiment. Croire que la vérité factuelle suffit à excuser la blessure d'amour-propre, c'est une erreur fondamentale en psychologie humaine. Il y a un cas d'école assez terrifiant dans nos documents d'ailleurs. Lequel? C'est l'anecdote d'un jeune avocat très brillant qui plaide une affaire devant la plus haute instance, la Cour suprême. Pendant sa plaidoirie, un des juges l'interrompt et affirme publiquement que le délai de prescription dans ce cas précis est de 6 ans. L'avocat, lui, il connaît la jurisprudence par cœur. Il est sûr de son coup. À 100%. Il regarde le juge et assène la vérité. Non, votre honneur, il n'y a pas de délai de prescription pour cette juridiction. Aïe. Le fameux « non, vous avez tort » balancé devant toute une cour de justice. Et un juge en plus. Le pire scénario. Sur le plan du droit pur, attention, l'avocat était irréprochable. Le juge s'était bel et bien trompé. Mais la conséquence psychologique a été dévastatrice. En étalant la vérité de cette façon, l'avocat a publiquement écorché l'ego d'une figure d'autorité. J'imagine l'ambiance. La température de la salle a chuté en une fraction de seconde, le visage du juge s'est fermé. L'avocat avait gagné la bataille du fait technique, certes, mais il venait de braquer l'homme qui tenait le sort de son client entre ses mains. Donc, le fait brut, sans enrobage, ça agit littéralement comme un poison. C'est de l'acide pour la relation. Alors, la grande question, si l'on détient la vérité, mais qu'on ne peut pas l'asséner directement, quelle est la mécanique pour faire changer l'autre d'avis sans déclencher cette fameuse aversion à la perte? La technique la plus éprouvée, c'est ce qu'on nomme le secret de Socrate. L'approche consiste à ne jamais, au grand jamais, commencer par les points de désaccord. Au contraire, il faut forcer littéralement l'harmonie en obtenant une série de oui immédiats de la part de l'interlocuteur. Un momentum positif ensemble. C'est ça. Le psychologue Harry Overstreet explique très bien dans les sources. Quand un individu prononce le mot non, ce n'est pas qu'un simple phénomène verbal. Tout l'organisme, le système nerveux, les glandes, tout se met en posture défensive. L'ego devient un bouclier rigide. Et une fois que le mot est lâché, c'est trop tard. Une fois le non acté, l'individu se sent obligé de rester cohérent avec cette posture. Revenir en arrière serait admettre une défaite. Contourner cette forteresse neurologique demande d'utiliser ce vieux dicton « Une goutte de miel attrape plus de mouches qu'un tonneau de fiel Le miel pour court-circuiter le système nerveux, c'est fascinant. Et Carnegie en donne une illustration, je trouve juste incroyable, avec l'histoire de son chien Rex. » Ah oui, le petit terrier. Dans le parc, sans laisse ni muselière. C'était strictement interdit par la loi locale. Un officier de police le prend sur le fait, l'avertit très sévèrement. Sauf que, quelques semaines plus tard, Carnegie recommence Mauvaise idée. et il tombe nez à nez avec le même policier. N'importe qui, moi compris, aurait cherché des excuses du genre « il est petit, il n'y a pas d'enfant autour, il a besoin de courir », enfin bref. Et c'est exactement ce qui aurait immédiatement placé le policier dans l'obligation de justifier son autorité et d'imposer une sanction. C'est ça. Mais au lieu d'argumenter, Carnegie a ouvert les vannes du miel. Il n'a pas attendu que le policier parle. Il a pris les devants en s'auto-flagellant. Il a admis son tort total, dit qu'il n'avait aucune excuse, que le policier l'avait déjà prévenu et qu'il méritait d'être verbalisé sans pitié. C'est théâtral, presque. Tant de ferveur, on finit avec l'amende maximale, non? Pourquoi cette psychologie inversée a-t-elle fonctionné ici? Parce que cela modifie complètement l'équation du pouvoir. L'agent de police, comme tout être humain, a un besoin viscéral de se sentir important. Face à un coupable qui argumente, il nourrit ce besoin en faisant preuve d'autorité et de sévérité. Il doit asseoir sa domination. Exactement. Mais face à un coupable qui capitule totalement et qui le place sur un piédestal d'autorité indiscutable, la seule manière psychologique qu'il reste à l'agent pour affirmer sa supériorité et nourrir son ego, c'est de se muer en juge magnanime et miséricordieux. Ah, la bonté du puissant! Voilà. Le policier a minimisé la faute et a laissé Carnegie partir, en volant les arguments de l'adversaire, en les disant soi-même avant lui, et en admettant ses torts, on drainait toute l'énergie combative de la situation. On neutralise l'adversaire en retirant la cible, tout simplement. Jusqu'ici, on a vu des mécaniques comportementales très rationnelles, très ancrées dans le réel.
Mais les documents nous invitent aussi à observer ce même refus du conflit sous un angle qui semble, de prime abord, venir d'une autre planète, les traditions alchimiques et ce qu'on appelle la langue des oiseaux. Oui, c'est un saut conceptuel assez grand. Comment des courants aussi mystiques rejoignent-ils le pragmatisme froid d'un Dale Carnegie? En fait, les traditions alchimiques abordent l'évitement du conflit par le biais de la structure même du langage. La langue des oiseaux, c'est une pratique où les mots sont utilisés pour leur sonorité et leur double sens, constituant une sorte de langage codé. Un langage d'initié. Voilà. Mais il est crucial d'ouvrir une parenthèse analytique ici. Certains de nos documents précisent que ces codes phonétiques sont réapparus récemment dans des sphères géopolitiques clivantes ou même pour contourner des algorithmes de modération en ligne sur des sujets sensibles. C'est important de le préciser, oui. Et peu importe la position que l'on adopte sur ces sujets de société, d'ailleurs les sources qu'on a couvrent vraiment tout le spectre politique, ce qui nous intéresse strictement ici, de manière clinique, c'est d'étudier comment cette technique linguistique a été développée historiquement pour esquiver l'affrontement avec ceux dont l'esprit n'est pas disposé à entendre une certaine vérité. C'est le mécanisme linguistique pur qui compte pour nous. Le langage agit comme une cape d'invisibilité psychologique. Et les exemples tirés de la langue des oiseaux dans le texte sont très poétiques. Le mot jugement, par exemple, devient phonétiquement le jugement. L'idée cachée, c'est que toute certitude définitive fige la réalité et nous trompe. C'est très imagé. Et il y en a d'autres. Le verbe pardonner, par exemple, est entendu comme pardonner en deux mots, ce qui transforme un acte qui pourrait ressembler à de la soumission face à l'autre en un don mutuel, où l'ego n'est plus du tout menacé. Et le terme enfermé résonne avec enfer, illustrant bien la prison mentale qu'est le conflit. Mais soyons pragmatiques une seconde. Face à un collaborateur agressif, faire des petits jeux de mots poétiques ne va pas calmer la situation. Comment cette langue évite le conflit dans les faits réels? C'est là la subtilité. Elle ne vise pas à calmer l'autre, elle vise à recabler celui qui l'utilise. En percevant le pardonner, l'initié modifie sa propre aversion à la perte. Il ne se sent plus dépossédé de sa fierté, donc il n'attaque plus en retour. Cela désamorce sa propre agressivité de l'intérieur. Ah, c'est un bouclier intérieur en fait, pas une arme contre l'autre. Cela soulève une question importante. Qu'est-ce qui, à l'intérieur de nous, fabrique cette agressivité qu'il faut sans cesse désamorcer? L'alchimiste Pascal Boucher apporte une réponse fascinante dans les documents. Pour lui, le coupable, c'est l'intellect analytique. L'intellect, c'est censé être notre plus grand atout pourtant. Eh bien, il décrit l'intellect comme une lumière extérieure, purement froide et logique, dont la seule fonction est de séparer, de trancher, de classer ce qui est bien et ce qui est mal, qui a tort et qui a raison. Dès que l'intellect crée cette dualité, il crée le terreau du conflit. C'est l'illusion du savoir absolu. L'intellect colle une étiquette sur une idée ou une personne, refuse la nuance, et se bat jusqu'à la mort pour défendre cette étiquette. C'est exactement l'opposé de la paix mentale recherchée par Naval Ravikant dont on parlait au début. Naval, bien qu'il soit un investisseur de la Silicon Valley ultra rationnel, résonne profondément avec cette sagesse millénaire. Les deux mondes se rencontrent. Il rappelle d'ailleurs cette image très forte. La colère est un charbon ardent que l'on tient dans sa main en attendant de le jeter sur quelqu'un. Refuser de participer à une dispute n'est pas un signe de faiblesse. Ce n'est pas abandonner ses convictions. C'est maîtriser ce que les alchimistes appellent la voie du silence. Une capacité à observer le charbon ardent, à ressentir la brûlure de l'ego qui veut absolument avoir raison, et à choisir consciemment de poser le charbon au lieu de le lancer. La vraie puissance, au final, n'est pas d'écraser l'adversaire sur le ring. C'est de regarder le ring, de sourire et de ne jamais enfiler les gants. C'est l'anéantissement pur et simple du jeu des statues. Celui qui refuse de jouer détient l'ascendant psychologique absolu. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Si on rassemble ce puzzle complexe de nos sources, on s'aperçoit que toutes ces disciplines, pourtant si éloignées, crient la même vérité. Les neurosciences de Kahneman prouvent que contredire quelqu'un, c'est lui infliger une blessure physique. Le pragmatisme de Carnegie nous montre que le miel de l'empathie et l'aveu de nos propres faiblesses sont les seules véritables armes pour désarmer l'ego adverse. Et la vision de Naval Ravikant nous libère de l'obligation de jouer à des jeux de statuts destructeurs. Tandis que la sagesse de l'alchimie, elle, nous apprend à faire taire cet intellect tranchant qui veut diviser le monde. L'évitement total n'est pas une fuite. C'est sans doute la plus sophistiquée des stratégies humaines. Et cette stratégie, elle nous amène à une ultime réflexion pour ceux qui nous écoutent. Depuis le début de cette analyse, l'hypothèse de base a été d'apprendre à éviter la friction avec autrui.
de gérer le monde extérieur. Oui, de préserver nos relations. Mais en absorbant cette quête de silence intérieur des traditions anciennes et ce détachement vital prôné par Naval, la vraie question émerge. Si la dispute est si destructrice pour l'ego et l'énergie mentale, ne doit-on pas admettre que le tribunal le plus sévère ne se trouve pas dans une salle de réunion? Où ça alors? La dispute la plus toxique, celle dont il faut s'extraire de toute urgence, c'est probablement cette argumentation critique, ce débat incessant et épuisant que notre esprit entretient jour et nuit avec lui-même. Waouh! Et quand on réalise que l'adversaire le plus implacable est caché dans notre propre tête, toute la notion de victoire prend un sens nouveau. C'est sur cette perspective silencieuse que s'achève notre plongée d'aujourd'hui, laissant à notre esprit, je pense, une vaste matière à méditer. À nous de choisir à quel moment nous poserons nos armes. À très bientôt pour une nouvelle exploration.